Partout, chers résilients, vous entendez, investissez dans l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur sûre. Mettre son argent dans la pierre, c'est quelque chose d'infaillible. Et vous êtes encouragé au quotidien à y mettre vos sous, à investir. Parce que on vous promet des rentabilités qui sont faramineuses. Surtout, on vous promet une certaine tranquillité, une quiétude d'esprit. Est-ce que l'immobilier, c'est vraiment cette tranquillité-là? Je fais partie des personnes qui vous encouragent souvent à investir dans l'immobilier. Parce que moi-même, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai un parc immobilier aujourd'hui d'une dizaine de biens. J'ai investi en Occident, en France, en Afrique, au Cameroun précisément. Et j'accompagne des personnes qui investissent également dans l'immobilier, sur les marchés financiers et dans les business physiques. Donc, très souvent, j'encourage les résilients de la communauté à investir dans l'immobilier. Mais est-ce que l'immobilier, c'est vraiment une valeur sûre? Est-ce que l'immobilier ne peut pas se transformer en le pire investissement que vous ayez fait? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le côté sombre de l'immobilier, ce qu'on ne vous dit pas sur l'immobilier, ce qu'on vous cache sur les réseaux sociaux. On vous encourage, mais on ne vous dit pas ces aspects-là. Donc, dans cette vidéo, je vais balayer avec vous tous ces points et je vais vous expliquer pourquoi souvent, voilà, c'est chaud l'immobilier. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper. Car les points 8 et 9 vont vous laisser sans voix. Peut-être que si vous étiez sur le point d'investir, ça va vous permettre de vous questionner davantage. Parce qu'ici, je veux qu'on prenne conscience de tous les aspects de l'investissement. Il faudrait qu'on comprenne où on met les pieds. Il ne faut pas juste le faire parce que vous avez entendu c'est rentable, vous avez entendu un tel qui le fait et puis vous vous lancez comme ça. Qui suis-je pour vous parler de tout cela? Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et comme je disais tantôt, j'accompagne les personnes qui se lancent à leur tour. Aujourd'hui, je suis également auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre en fait qui vous donne les clés de votre intégration. Vous savez comment fonctionne le système, comment vous pouvez investir, où vous pouvez investir. Est-ce que c'est l'immobilier, est-ce que c'est les marchés financiers? C'est quoi l'investissement qui vous intéresse? C'est développé dans ce livre afin que progressivement vous puissiez atteindre votre autonomie financière. Je vais mettre le lien pour vous procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Pour des personnes qui souhaitent avoir un moment d'échange avec moi, vous pouvez aller sur business-et-réussite.com, onglet « Prendre rendez-vous ». Et pour celles qui souhaitent rejoindre l'académie, business-et-réussite.com, onglet « Académie ». Là-bas, vous complétez vos informations et puis vous passez de l'autre côté de la barrière. C'est important. Et pour terminer, pour les personnes qui sont de passage au Cameroun, dans la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun et bientôt sur Yaoundé, nous proposons des logements meublés, donc studio, appartements, villas. Nous avons de quoi faire pour rendre votre séjour exceptionnel. Donc, contactez-nous via les numéros qui s'affichent. Vous avez téléphone, adresse email. Après cette parenthèse, laissez-moi vous lister les points pour lesquels vous ne devriez pas investir dans l'immobilier ou en tout cas y réfléchir à 2 fois. Le premier point ici, qu'on ne dit pas assez, ce sont les squatteurs. Oui, lorsque vous finissez d'acheter votre bien immobilier ou construire, vous pouvez vous retrouver dans le cas de figure où vous avez des personnes qui viennent squatter votre bien immobilier. Ça veut dire que c'est des personnes qui s'installent sans votre consentement et dont vous ne pouvez pas mettre à la porte comme ça. Même quand vous le voulez, vous ne pouvez pas parce que l'État français protège ces personnes-là. Je suis sûre que vous avez vu des documentaires ici où le squatteur arrivait dans le logement et puis à la fin, c'était une histoire sombre pour le propriétaire parce que souvent, très souvent même d'ailleurs, dans 80% des cas, les propriétaires ont encore des mensualités de prêt à rembourser à la banque. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un squatteur dans votre logement, la personne ne vous paye pas le loyer. Mais vous avez l'obligation de continuer à rembourser la banque, à payer vos mensualités de prêt. Imaginez, vous vous retrouvez avec une double charge et dans l'impossibilité de mettre cette personne à l'extérieur.
Ça peut arriver. Souvent, on a l'impression que les choses n'arrivent qu'aux autres. Non, je vous promets que non. Ça peut vous arriver. Il suffit qu'il y ait un logement vacant qu'ils aient pisté, identifié et tout de suite, ils viennent s'installer. C'est vrai, maintenant, il y a des stratégies, il y a des techniques pour les mettre à la porte, que ce soit en méthode soft ou en méthode un peu plus musclée, mais ça demande du temps, de l'énergie, tout ça. C'est des stratégies qui sont développées, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire forcément sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que lorsque vous souhaitez creuser davantage, vous allez vers les personnes qui sont passées par là, vous vous faites accompagner pour éviter ces situations-là. C'est comme ça qu'on pallie à ça. C'est pas l'affaire d'une personne, c'est pas des affaires isolées. Ça existe les squatteurs et ça fait mal, je vous assure. Je suis sûre que vous avez vu passer des documentaires. Mettez-moi dans les commentaires. Mais c'est quelque chose où, voilà, vous avez l'impression qu'on vous coupe le souffle au quotidien. Vous ne pouvez rien y faire. Et ils arrivent, ils changent, ils mettent l'eau à leur nom, l'électricité, le chauffage et vous vous retrouvez coincé. Il y a des techniques, mais voilà, grosso modo, quand vous avez des squatteurs, vous êtes mal barré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point ici, c'est la vacance locative. Beaucoup de personnes qui vous accompagnent dans l'immobilier ne vous parlent pas souvent de la vacance locative. On vous dit que non, lorsque vous finissez d'investir, c'est tout beau, tout crème, c'est un monde de bisounours, tout va bien. Mais ça peut arriver que vous ayez de la vacance locative. Comment vous faites dans ces cas de figure-là si vous n'êtes pas préparé à cela? Donc ici, lorsque vous investissez, il faut garder à l'esprit cette donnée-là et déjà anticiper cela. Et comment on anticipe cela? C'est déjà de bien se positionner, c'est d'avoir un emplacement qui est stratégique où vous aurez toujours des personnes qui seront là, qui auront besoin de votre logement. Nous avons des logements où on n'a jamais eu de vacances locatives. Jamais. Pourquoi? Parce que quand les locataires s'en vont, même en vacances, ils continuent de payer le loyer parce qu'ils ont peur de perdre l'emplacement qui est tellement de qualité. Vous êtes au pied de tout, au pied du métro, auprès des écoles de commerce, auprès de tout en fait. Quand vous avez des emplacements comme ça, vous n'avez pas de souci de vacances locatives. C'est vraiment, voilà, les limites, quand ils veulent partir, ils ont déjà une autre personne qui sont en train de vous proposer parce que la personne veut déjà récupérer le logement. Donc, la vacance locative ici, en partie, on peut la réduire avec ce positionnement stratégique, avec une étude qui est bien faite. Par exemple, si vous faites de la courte durée, c'est de bien vous positionner, bien cibler la zone dans laquelle vous allez faire votre courte durée pour limiter cela. Mais ça existe, la vacance locative. Vous pouvez rester, certains propriétaires se retrouvent à faire 2, 3, 4 mois souvent sans locataire, pour d'autres même 6 mois. Vous vous rendez compte? Et vous, entre-temps, vous avez votre prêt pour vous rembourser. C'est énorme. Troisième point, troisième chose qui n'est pas souvent dite, c'est les locataires difficiles. Les locataires difficiles, ce sont les locataires qui vous cassent les pieds. Vous savez, il y a des locataires, vous vous dites, mais non, en fait, lui, c'est une tête à claque, quoi. Lui, non, c'est pas possible, quoi. Je sais pas comment on fait avec. Et on en a eu comme ça lorsqu'on faisait la gestion directe nous-mêmes au début. Avant que le parc ne soit un peu plus conséquent, on a d'abord fait la gestion nous-mêmes. On a eu une locataire, c'est-à-dire qu'elle, je ne peux pas l'oublier de sitôt. C'est une jeune dame, mais vraiment une jeune dame, autour de... Elle avait 29 ans, lui, 29 ans, qui était employée dans une société d'ailleurs qui fait dans la courte durée. Ça commence par B, je ne fais pas leur pub ici, et ça finit par un G, donc vous saurez de quelle structure je parle. Mettez-moi ça dans les commentaires pour ceux qui ont deviné. Donc elle était employée là-bas. La dame nous fatiguait, mais je vous assure, elle nous fatiguait. C'était une Italienne. Oh là 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 là. Mais le profil de locataire dont vous ne souhaitez pas avoir dans votre logement. Une fois, une de ses demandes, c'était que le frigo ne se fermait pas jusqu'au bout. Ça veut dire que pour elle, lorsqu'elle lançait, lorsqu'elle basculait la porte du frigo comme ça, ce n'était pas un mode aimanté, c'est-à-dire ça récupère quand ça a un certain niveau. C'était son problème en fait. Elle nous a fatigués pour ça. Pourtant, elle pouvait prendre le frigo jusqu'au bout et ça se fermait sans souci. Hein. Quand on est arrivé, c'est de lui dire, mais il faut finir le mouvement. Vous allez jusqu'au bout avec la porte du frigo. Pourquoi vous laissez à mi-chemin et vous voulez que ça aille jusqu'au bout? Enfin, c'était des choses comme ça.
une autre fois l'évier bouché, une autre fois les voisins du bas qui font du bruit. En fait, elle nous appelait point oui ou point non. À un moment, je commençais à me demander si c'était pas parce que elle voulait voir mon mari, parce que bon, à un moment, c'est lui qui allait toujours en fait, c'est lui qui se présentait. J'avais beau être celle qui prenait le téléphone, mais ça, elle m'agaçait en fait. Mais vraiment, il en faut pour m'agacer. Mais elle m'agaçait. Ça fait que c'est mon mari qui partait pour les interventions, des choses comme le frigo, pour voir son évier, des choses comme ça. Et quand il fallait faire intervenir un artisan, l'artisan venait. Mais généralement, l'artisan nous disait, mais votre locataire, c'est vraiment une casse. Oui, désolée de l'expression, mais voilà quoi, pour vous dire à quel point elle nous fatiguait. Donc à un moment, je me disais, est-ce qu'elle ne voulait pas voir mon mari simplement? Parce que ouais, elle aimait bien échanger avec lui. Allez savoir, en tout cas. Je me suis posé la question à un moment, tellement elle était fatigante. Et je ne vous parle pas des autres, des locataires. Vous êtes dans une colocation, il ne veut pas faire ses tâches, les autres se plaignent tout le temps, ils sapent l'ambiance et tout. D'autres qui ramènent des potes, qui salissent le logement, il n'est pas tout seul. Oh, c'est une horreur. Vous savez, vous avez des grands gamins, les étudiants, souvent les fils à papa, à maman, là c'est difficile de les gérer. Et d'autres qui pensent que vous devez venir faire tout à leur place. Non, non, c'est pas comme ça. Non, il y a des locataires qui sont difficiles et il faut les gérer. Le quatrième point, ce sont les impayés. Vous savez, ça on vous dit pas souvent, mais vous pouvez avoir des locataires qui ne payent pas leur loyer. Soit pour des raisons de vie, des situations difficiles. Pendant la Covid, beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont eu des pertes de revenus, etc. Quand vous êtes dans des situations comme ça, qu'est-ce que vous faites? La solution, vous me direz, c'est d'avoir des assurances loyer impayé et vous aurez raison. C'est bien d'en avoir une. Mais quand vous n'en avez pas une et que vous avez des locataires qui ne payent pas leur loyer, vous êtes mal barré parce qu'une fois de plus, vous devez rembourser vos mensualités de prêt. Comment vous faites avec un locataire qui ne paye pas? En amont, une des solutions, c'est de prendre des assurances loyer impayé. Vous en avez plein. Et vous avez même vous pouvez passer par la Visal, par d'autres choses dans ce type-là. Donc ici, prenez le temps de verrouiller ces paramètres avant. Parce que lorsque vous faites face à cela, et que vous n'aviez pas d'autres moyens de pallier à ces manques-là, vous êtes mal barré, je vous assure. Vous êtes dans la galère totale. Donc, prenez ce temps-là pour mettre en place quelque chose qui va vous protéger de cela, comme des assurances loyer impayées. Les locataires qui ne payent pas, oui, il y en a. Prenez des garanties, des garants. Assurez-vous que les garants sont vraiment solvables. Parce que j'ai eu un autre cas où il y avait les garants, mais les garants n'étaient pas solvables parce qu'entre-temps, le garant s'est retrouvé en situation de surendettement, etc. Donc, vous vous rendez compte que même si vous saisissez ce garant-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est des personnes accompagnées qui se retrouvent dans des situations comme ça. Donc, faites très attention à ces points-là. C'est peut-être pris à la légère, mais lorsque vous êtes confronté à cela et vous êtes à 2, 3, 4, 5 mois impayés, vous ne pouvez pas mettre la personne à la porte. Vous êtes en période hivernale et même au-delà de ça. Vous avez d'abord les process d'amiable, etc., etc. Ça fait que vous ne pouvez pas mettre la personne à la porte comme ça. Imaginez-vous, c'est stressant. Ça veut dire que vous vous retrouvez, vous voulez tout casser. Le cinquième point, ce sont les frais d'entretien. Beaucoup se lancent et ne prennent pas le temps de mesurer l'ampleur de cela. Quand je dis les frais d'entretien, ce sont les frais d'entretien de votre logement. Il y a eu des résilients qui se sont retrouvés à acheter des immeubles de rapport, un immeuble de rapport de 3 lots, mais ils ont sous-estimé en fait ce qu'ils pouvaient avoir comme frais d'entretien derrière. Ça veut dire quoi? Ils se retrouvent avec un immeuble et puis quelques temps après, vous avez la toiture qui est défaillante. Il faut remplacer la toiture. On vous fait un devis de 15, 20 000, 30 000 euros. C'est là vous savez que l'immobilier, ça ne rigole pas. Et vous êtes l'unique propriétaire. Ce n'est pas une copropriété où on va dire que voilà, chacun donne au prorata de ce qu'il possède. Non, vous êtes le seul propriétaire. C'est une monopropriété. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire qu'en amont déjà, lorsque vous étiez en train d'acheter, vous vous êtes loupé sur ces vérifications-là de vous rassurer que la toiture est en bon état. Par exemple, ce sont des vérifications basiques, simples, mais pourtant qui passent inaperçues. C'est vraiment quelques temps après qu'on se rend compte que
on aurait pu voir ça, on l'aurait intégré peut-être dans la négociation, de se dire que, ben, monsieur le vendeur, je vais bientôt remplacer la toiture parce que si, parce que ça. Ben, il faut revoir en fait le prix d'achat. Vous vous retrouvez là, vous n'avez pas de trésorerie. Et il faut gérer l'entretien de l'immeuble, l'entretien des chaudières, etc. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas le locataire qui va vous régler ça. Hein. Lorsqu'il y a un souci de toiture, non, c'est pas le locataire. Vous savez, c'est de votre responsabilité. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas prévu ça? Donc, faites très attention, chers résilients. J'en parle comme ça, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte une fois de plus lorsque vous n'avez pas fait face à certaines choses. L'année entre 2023 et 2024, nous sommes à la deuxième toiture, en train de remplacer deuxième toiture. Là, récemment, là, on est en train de remplacer la toiture d'un immeuble, là, en plein Lille. Et je peux vous assurer que le devis nous a fait froid dans le dos. On est quasiment à 40 000 euros, 8 euros. Je ne parle pas de francs CFA, 40 000 euros pour remplacer une toiture d'un immeuble. Heureusement, on a fait passer d'autres artisans, d'autres couvreurs qui nous ont fait d'autres devis. On a pu baisser d'un peu plus de 10K à tout casser, sachant qu'on a un couvreur avec qui on travaille qui était, comme d'habitude, le plus compétitif. Mais voilà, on voulait quand même voir. Mais on a eu jusqu'à 10 000 euros, un peu plus de 10 000 euros d'écart. Donc, vous, imaginez-vous, ça fait mal. Si vous n'avez pas une trésorerie pour ça, comment vous faites pour remplacer votre toiture?